l'invité de la matinale. KTO Radio. On reçoit un invité exceptionnel dans l'invité de la matinale de KTO Radio. Il est le deuxième militaire le plus gradé de l'armée française, major général des armées. L'amiral Pierre Vandier est avec nous ce matin. Bonjour amiral. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO. Vous venez notamment de rééditer votre ouvrage « La dissuasion au troisième âge nucléaire » publié aux éditions du Rocher. Alors on vient de célébrer les 80 ans du débarquement. Vous y étiez d'ailleurs en Normandie pour ce temps de commémoration. Amiral, est-on encore capable de s'allier pour la paix, pour défendre des valeurs communes de liberté et de démocratie ? On est rentré dans une période assez turbulente où l'ampleur des défis qui nous sont adressés, qu'ils soient dans le domaine civil, mais aussi dans le domaine de la sécurité, dans le domaine militaire, sont des défis globaux. Il n'y a pas une question sur cette planète, finalement, où ça ne s'adresse pas de manière collective et globale. On le voit pour le climat, et bien évidemment, mais on le voit sur les affaires de défense et de sécurité, où finalement, aujourd'hui, la notion de défense collective, la notion d'alliance est extrêmement importante parce que l'ampleur des défis nécessitera la mise en commun de toutes les énergies, de plusieurs, pour pouvoir résoudre les problèmes qui nous arrivent. Signe, s'il en fallait encore un, de la détérioration de la paix et de la sécurité internationale. En 2023, on a enregistré une augmentation record du nombre d'armes vendues sur tous les continents. À quoi est-ce dû ? L'augmentation du nombre d'armes, en fait, c'est l'expression de la peur qui gagne de manière très contagieuse l'ensemble des acteurs qui voient de moins en moins la possibilité de résoudre les conflits de manière, les conflits différents, de façon pacifique, par le droit, par la discussion. Ils voient de proche en proche des politiques de fait accompli, où finalement c'est la loi du plus fort, c'est la violence qui s'impose. On le voit à l'intérieur de nos sociétés, avec les trafics, la violence interne, mais on le voit aussi à l'extérieur. Vous prenez l'exemple par exemple des Philippines aujourd'hui, qui sont sous pression dans leurs eaux territoriales d'une puissance étrangère, et qui sont finalement contraints à devoir se réarmer pour pouvoir défendre leurs biens en fait. Dans votre ouvrage, le rappelle le titre « La dissuasion au troisième âge nucléaire », vous décryptez les rapports de force entre les puissances mondiales et régionales sous le prisme stratégique de l'arme atomique. Après une période de réduction et d'encadrement de ces armes, vous dites que nous sommes aujourd'hui dans une phase de sanctuarisation agressive. Que signifie cette nouvelle phase ? En fait, si on décompose la dissuasion nucléaire en 3 périodes, on peut dire qu'il y a une période qui a été celle de l'apprentissage de ce qu'était la dissuasion. C'est toute la guerre froide. A été une période de prolifération. Beaucoup de pays ont acquis ces armes. Ensuite, après la guerre froide, il y a eu une période où on a réussi à figer les choses et on a pu avoir l'espoir qu'on allait se débarrasser des armes. Et notamment au sommet de Prague, Barack Obama, avec l'initiative Global Zero, pensait que finalement on allait emporter un abandon général des armes nucléaires. Or déjà à cette époque, la Corée du Nord était équipée, faisait ses essais, et donc en fait c'était parti. On avait une nouvelle dictature qui était en train de proliférer. Aujourd'hui, en fait, on assiste finalement à ces armes, au fait que ces armes sont toujours présentes, elles sont omniprésentes, et les Russes, dans l'attaque contre l'Ukraine, dès les premiers jours, ont brandi l'arme nucléaire pour sanctuariser le gain qu'ils étaient en train d'obtenir. Et c'est ça aujourd'hui qui est préoccupant, c'est-à-dire que le nucléaire, qui était une doctrine défensive, est finalement en soutien aujourd'hui de logique d'agression pour sanctuariser les gains. Vous l'avez mentionné d'ailleurs, le président Vladimir Poutine, qui brandit assez régulièrement l'arme atomique. À quel point justement cette situation et l'invasion russe en Ukraine redessinent-elles la situation ? Si vous voulez, il faut voir d'où on vient. On vient finalement dans les années 90, où les accords SALT, donc Strategic Arms Limitation Treaty, entre les Américains et les Russes, puis le START, donc les nouvelles discussions pour réduire les arsenaux, qui étaient considérables, c'était des dizaines de milliers de têtes nucléaires, ont porté leurs fruits, où il y avait des traités, comme le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui interdisait aux différents protagonistes d'avoir des armes de longue portée, conventionnelles et nucléaires. Il y avait un traité sur les forces conventionnelles en Europe. Tout ça a explosé comme des bulles de savon. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une conflictualité active, puisqu'il y a bien la guerre en Ukraine, qui est menaçante, puisqu'on peut supposer que cette conflictualité ne s'arrêtera pas au seul territoire ukrainien, que d'autres candidats à la guerre sont présents dans le voisinage, d'autres victimes potentielles. Et donc, tout ça sur fond de rémanence ou de résurgence des discussions nucléaires.
Cette menace est-elle vraiment réelle ou est-ce une stratégie de dissuasion militaire classique? Alors, si vous voulez, la dissuasion nucléaire, compte tenu de l'ampleur des dommages qu'elle provoque, l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui est fondamentalement à ce stade, aujourd'hui, dans le domaine du discours. C'est-à-dire que c'est de la puissance en réserve. Aujourd'hui, les armes nucléaires contiennent des dizaines de fois, voire des centaines de fois, à l'intérieur de leur tête, la capacité de destruction de l'ensemble de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une puissance de destruction considérable. Donc, elle est en réserve. Et donc, cette réserve sert aujourd'hui à appuyer un discours de menace ou un discours de contre-menace. Et c'est bien le discours de la France, un discours en disant « j'ai des intérêts et je saurai les défendre ». Pourquoi l'encadrement de l'armement nucléaire par le biais de traités, comme vous l'avez mentionné, ne fonctionne plus ou ne semble en tout cas plus vraiment fonctionner aujourd'hui? En fait, c'est la dynamique générale auquel on assiste, c'est finalement une dynamique de calcul de gains-bénéfices. Et un certain nombre de pays, j'ai cité la Corée du Nord, ont pu estimer que rester dans le régime du traité leur apportait moins de bénéfices que d'en sortir. Et notamment, c'est toute la logique des sanctions. Ils faisaient l'objet de sanctions de l'ONU sur des sanctions commerciales, parce qu'ils avaient développé un programme qui était qui ne respectait pas le traité. Et donc, ils se sont dit finalement, sanction pour sanction, franchissons le Rubicon et ayons ces armes. Il y a aujourd'hui tout un débat autour de là où en est l'Iran avec le traité JCPOA dont Donald Trump s'est retiré et qui est un pays du seuil. En fait, il a la matière nucléaire, on pense qu'il a la capacité de le faire, il n'a pas dit qu'il l'avait fait. Et il est juste à la limite de se dire bénéfice-gain, est-ce que j'aurai plus de bénéfices que de mauvaises conséquences de franchir le Rubicon? Et vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage d'un délitement de l'ordre international. Oui, parce que, en fait, si vous voulez, tout ce qui a été construit depuis 1945, avec par couches successives, en essayant de trouver des organisations internationales, du dialogue multilatéral, en faisant place au droit, aujourd'hui, se verrouille progressivement. Les résolutions contraignantes du Conseil de l'ONU, du Conseil de sécurité, sont bloquées de manière quasiment systématique depuis l'invasion en Libye. Les traités sont retournés ou désavoués. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Ukraine était protégée par un mémorandum qui s'appelle le mémorandum de Budapest, qui garantissait ses frontières contre la restitution des armes nucléaires soviétiques qu'elle avait à la chute de l'Union soviétique. On voit ce qu'il en est d'un traité aujourd'hui. Et donc, évidemment, beaucoup d'acteurs prennent peur en disant le papier, l'encre ne suffiront pas. Et dans ce contexte, quelle est la stratégie de dissuasion nucléaire de la France ? Alors, la stratégie de dissuasion nucléaire de la France, en fait, elle a été posée par le général de Gaulle dans les années 60. C'était finalement l'idée selon laquelle la France n'était pas un terrain de jeu libre dans l'affrontement entre l'Union soviétique et les États-Unis. C'était un moment où, en fait, la crainte était que nous soyons un nouveau champ de bataille. Et donc, l'autonomie de la dissuasion française, ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, c'était la capacité de la France à infliger des dommages considérables à l'Union soviétique de manière à ce qu'elle soit aussi un dissuadeur, et pas uniquement les États-Unis, dont on pouvait douter du jusqu'au-boutisme, du fait que finalement les Américains étaient capables de risquer Moscou, face à Moscou, pouvaient risquer Washington ou New York. Donc cette autonomie-là, elle a été créée, elle a perduré, elle a prouvé son utilité, notamment pendant la guerre des euromissiles dans les années 80. Et à la chute du mur, eh bien finalement les différents présidents ont souhaité maintenir l'outil, le faire vivre, le moderniser les concepts d'emploi, moderniser les langages, moderniser la stratégie. Et le président Macron, notamment avec le discours qu'il a prononcé à l'école de guerre en février 2020, a apporté une pierre très importante à l'édifice. Laquelle ? Eh bien, en fait, il a expliqué aux Français dans ce discours ce qu'on appelle l'épaulement entre le conventionnel et le nucléaire. C'est typiquement ce à quoi nous assistons du côté russe en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une forme de continuité du discours stratégique entre la manœuvre conventionnelle, c'est-à-dire finalement des soldats, des avions, des chars, des bateaux, une manœuvre sur le terrain, et le discours de dissuasion. Pourquoi ? C'est parce que vous ne pouvez pas brandir la destruction absolue de votre adversaire
face à un adversaire qui, lui, arrivera avec une arme de moyenne gamme. S'il arrive avec un escadron de chars, s'il arrive avec un bombardement aérien, finalement, vous pouvez avoir un problème de crédibilité à lui dire « je vais riposter avec une arme nucléaire ». Et donc, on voit bien que c'était le cas dans les années 60-70, pendant la guerre froide. Vous devez disposer d'une force conventionnelle suffisamment crédible pour que l'adversaire ne puisse pas miser sur votre autodissuasion, sur le fait que vous n'aurez pas le courage d'employer une arme nucléaire pour une agression limitée. Donc la dissuasion nucléaire va de pair avec des armes conventionnelles et une capacité militaire classique. Tout à fait. Et c'est un peu le défi aujourd'hui que tous les Européens ont, c'est qu'aujourd'hui, les Européens doivent réinvestir le champ conventionnel de manière à pouvoir montrer leur détermination à se défendre. Le champ conventionnel ne suffit pas, et c'est la raison pour laquelle la France est un État doté, comme les Britanniques, comme la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, le niveau conventionnel est devenu essentiel à l'affirmation de cette crédibilité. Et dans tout ça, quel est le poids de l'ONU face à celui du rapport de force que vous nous expliquez depuis le début de l'interview ? L'ONU, en fait, a travaillé beaucoup sur le règlement des conflits, des crises, ce qu'on a appelé des crises. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur des conflits beaucoup plus, sur des chocs et des frictions stratégiques beaucoup plus fortes. Mais donc l'ONU était finalement le Conseil des sages qui, au-dessus du brouhaha du monde, était capable de dire soyons raisonnables et finalement trouvons des voies et moyens pour résoudre un problème. Donc ça a été fait de multiples fois en Afrique, ça a été fait au Liban pendant des années, et d'ailleurs on a toujours des forces qui sont là-bas afin de limiter en fait l'excursion de la violence et le délitement de la situation à grand-peine. Ça a été fait au Cambodge. Donc l'ONU était en fait une sorte de médecin-pompier des soubresauts du monde tant qu'il n'était pas majeur. Depuis la guerre en Libye, le consensus au niveau du Conseil de sécurité s'est brisé, et ce consensus brisé ne permet plus à l'ONU d'avoir des résolutions contraignantes et donc de jouer son rôle de pompier et de médecin. C'est bien ce qu'on constate aujourd'hui. Dernière question, amiral. En septembre dernier, le pape François rappelait, je le cite, « notre responsabilité à tous de maintenir vivante la vision d'un monde sans armes nucléaires ». Un espoir est-il tout de même permis ? Alors, je pense qu'un responsable de l'Église catholique ne peut pas passer à côté d'une vision, on va dire, d'un monde à terminaison où finalement la paix régnera de manière éternelle. C'est l'espérance des chrétiens. Maintenant, le chemin pour y arriver, on va dire, dans un horizon visible de quelques années, voire dizaines d'années, paraît quand même très très compliqué. Aujourd'hui, tous les pays réarment. La Chine est en train de monter en puissance sur son arsenal nucléaire de manière considérable. Et donc tout ça passera par des accords, par du dialogue qui va devenir plus compliqué qu'avant, parce qu'il y a plus d'acteurs, plus puissants. Et donc, on peut qu'espérer que l'intelligence collective l'emportera sur les forces du désordre. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup, amiral Pierre Vendier, de nous avoir livré votre expertise. Je rappelle votre livre réédité, La dissuasion au troisième âge nucléaire, paru aux éditions du Rocher. Bonne continuation à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée.